Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous serons 9 millions d'habitants en Suisse avant la fin de l'année et peut-être bientôt 10 millions. Cette croissance démographique est la conséquence de l'immigration, indispensable au développement économique de notre pays. Mais combien d'habitants supplémentaires la Suisse peut-elle encore supporter ? Cette question de l'immigration sera-t-elle au cœur de la campagne pour les élections fédérales de cet automne ? Nous ouvrons le débat ici à Berne, au centre des médias du Palais fédéral. Pour suivre ce débat, nous avons invité non pas deux immigrés, mais deux émigrés, deux Suisses de l'étranger. Dominique Caillat, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes établi à Berlin, vous êtes membre du Parti Vert libéral. En toute transparence, vous êtes aussi candidate au Conseil national dans le canton de Genève. Que faites-vous précisément en Allemagne ? Écoutez, j'habite Berlin et je fais à Berlin ce qu'on fait à Berlin, c'est-à-dire de la culture et de la politique. La culture parce que c'est mon métier. Je suis auteur, metteur en scène, photographe, essayiste. Et la politique parce que ça a été mon engagement toute ma vie. Alors à Berlin, au sein d'associations pour la culture, pour les réfugiés, pour l'environnement. Mais depuis janvier, ça m'a plus suffi et je me suis engagée en Suisse au sein du Parti libéral, maintenant comme candidate au national. Et j'ai une deuxième casquette qui est la co-direction de l'initiative Europe pour le mouvement Opération Libéraux. Très bien, merci Dominique Caillat. Avec nous également Grégory Leutert, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là en direct de Budapest, en Hongrie. Vous êtes membre de l'UDC International. Vous êtes également candidat aux élections de cet automne sur une liste à Genève, tout comme Madame Caillat. Pourquoi avez-vous quitté la Suisse, Grégory Leutert ? Donc, je me suis établi en Hongrie pour les valeurs du peuple hongrois et l'admiration que je porte à celui-ci. Très bien, merci Grégory Leutert. On va vous retrouver plus tard dans cette émission. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Gerber. Bonjour. Vous êtes co-responsable du programme Migration au Forhaus, le groupe de réflexion sur la politique étrangère de la Suisse. Vous nous direz pourquoi les réfugiés devraient être davantage intégrés sur le marché du travail en Suisse. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Avec nous également Philippe Vanner, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe à l'Université de Genève. Vous nous direz pourquoi en Suisse, c'est l'économie qui décide de l'immigration, pas les pouvoirs publics. Merci d'être avec nous. Elodie Gerber, on va commencer ce débat avec vous. La Suisse devrait, selon toute vraisemblance, franchir la barre des 9 millions d'habitants et d'habitantes cette année. Qu'est-ce que cela dit de notre pays ? Alors, ça veut dire que, pour moi, c'est le reflet de la Suisse qui est extrêmement dynamique. Ça représente sa santé économique. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Très bien, Philippe Vanner. On voit que la croissance démographique est beaucoup plus forte en Suisse que chez nos voisins européens. On va le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran. Elle est par exemple 20 fois plus forte qu'en Allemagne, 2 fois plus qu'en France. Quelles sont les raisons de cette forte croissance ? Alors la Suisse est un petit pays, donc ça veut dire concrètement que c'est un pays au centre de l'Europe, avec une économie qui est florissante. Donc c'est normal que les évolutions démographiques sont beaucoup plus prononcées que dans des pays un petit peu plus grands comme la France et l'Allemagne. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de forte croissance. Ça ne veut pas dire que ça va continuer indéfiniment, mais c'est vrai que lorsqu'on a un apport migratoire, en tant que pays au centre de l'Europe, eh bien, le mouvement démographique est beaucoup plus prononcé. Elodie Gerber, la Suisse connaît un solde migratoire positif d'environ 80 000 habitants par année. C'est à peu près la population d'une ville comme celle de Lucerne. Est-ce que ce n'est pas un peu trop pour un petit pays comme le nôtre ? Alors, disons que ce chiffre peut être impressionnant, mais il faut bien se rendre compte que ces personnes ne vont pas tous aller au même endroit. Ils vont se disperser sur tout le territoire suisse. Ce n'est pas comme s'il y a une ville qui pousse à côté de Genève, par exemple. Exactement. Philippe Vanner, dans votre livre paru en 2014, vous envisagiez déjà une Suisse à 10 millions d'habitants. On y sera certainement, selon toute vraisemblance, bientôt. Est-ce qu'il faut se réjouir ou au contraire s'inquiéter ?
Alors, ni l'un ni l'autre, en fait. C'est une évolution qui me semble relativement normale, compte tenu de la situation économique du pays, compte tenu du niveau de bien-être de ce pays. Simplement, c'est une évolution dont il faut prendre compte de manière à pouvoir gérer cette croissance démographique. Donc, en termes d'infrastructures, en termes de logement, ça a des implications dont il faut être conscient. Élodie Gerber, malgré cette forte croissance démographique, la Suisse manque de main-d'œuvre qualifiée actuellement. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, cette situation ? Alors si, mais ça peut aussi s'expliquer par l'arrivée à la retraite de toute la génération du baby-boom. Du coup, il y a beaucoup de places vacantes qui devraient être repourvues. Et je pense que l'immigration est une des solutions. Philippe Vanner, ce manque de main-d'œuvre qualifiée est un des gros défis à venir pour la Suisse. Est-ce qu'on pourra combler cette pénurie autrement que par l'immigration ? Alors, l'alternative, ce serait de faire plus d'enfants. Mais les ménages suisses ne sont pas prêts à avoir 2,5 ou 3 enfants par ménage, donc c'est relativement difficile. Après, il y a quelques possibilités, comme par exemple favoriser l'employabilité notamment des mères, donc des personnes qui ont des charges de famille, notamment par la prise en charge des enfants. Mais je ne pense pas que ça va suffire à répondre aux besoins de l'économie. Je vous propose que nous regardions ensemble le sujet du téléjournal de la RTS à propos de ce cap symbolique des 9 millions d'habitants qui sera bientôt franchi. La croissance démographique s'accélère. Le cap des 9 millions d'habitants va être franchi avec 3 ans d'avance. Au dernier pointage, nous étions 8 935 707 à vivre en Suisse. Un accroissement de la population qui s'explique par une forte croissance migratoire. Entre janvier et juin 2022, l'immigration a augmenté de 21%. C'est trop pour l'UDC qui veut freiner cette démographie galopante. Parce qu'on a besoin de plus d'infrastructures, on a besoin d'approvisionnement énergétique. Par exemple, les loyers montent. C'est parce qu'il y a une immigration qui n'est pas contrôlée, n'est pas gérée. Et la Suisse est un petit pays. Elle ne peut pas se permettre d'arriver jusqu'à 10 millions de personnes, mais même 9 millions aujourd'hui. Une population qui augmente et qui vieillit. Les bébés du baby-boom sont aujourd'hui à la retraite. Et en 50 ans, l'âge médian est passé de 31 à plus de 40 ans. Conséquence, sur le marché du travail, la pénurie de main-d'œuvre est plus importante que jamais. Pour l'Union patronale suisse, sans immigration, pas de croissance économique. Je ne crois pas que c'est le moment de dire stop. Bien sûr, il y a la croissance démographique, mais le fait que la population suisse a tendance à vouloir travailler à temps partiel a pour conséquence que nous avons besoin d'immigration si nous voulons garder notre niveau de prospérité. Une prospérité difficile à concilier avec les impératifs écologiques. Pour les Verts, la question démographique dépasse nos frontières et limiter la population suisse à 10 millions est un non-sens. La pression démographique sur l'environnement, elle est réelle, mais elle se mesure à l'échelle globale. Tout comme les émissions de gaz à effet de serre se répercutent sur l'atmosphère à l'échelle globale. Donc, si on veut lutter contre la pression démographique, il s'agit avant tout plutôt justement de soutenir l'aide au développement, en particulier vis-à-vis des pays où il y a encore cette pression. Environnement, économie, énergie, infrastructure, l'accroissement démographique est une question stratégique. Pas étonnant donc que l'immigration redevienne un des thèmes phares en cette année électorale. Philippe Vanner, on vient de l'entendre, l'immigration redevient un thème phare en cette année d'élection fédérale. 10 ans après le succès de l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse, l'UDC devrait lancer cet été une nouvelle initiative pour tenter de limiter l'immigration en Suisse. Quelles sont, selon vous, ses chances de succès ? Alors, des chances relativement restreintes, parce que je pense que le peuple suisse est conscient que la migration est nécessaire aujourd'hui. Concrètement, on le voit lorsqu'on se promène dans la rue, lorsqu'on prend un café ou on prend le train. En règle générale, on bénéficie d'une population d'origine étrangère ou migrante. Sans les migrants en Suisse, ce serait simplement impossible de vivre, étant donné que cette population occupe une partie quand même relativement importante des activités, notamment des activités faiblement qualifiées. Donc je pense qu'il faut être conscient que limiter la migration, c'est aussi se limiter dans un bien-être économique et social, et je pense que personne ne veut ceci.
Élodie Gerber, je vous vois opiner de la tête. Vous partagez l'avis de Philippe Wanner? Oui, totalement. Dans le sens où, aussi, dans les emplois plus qualifiés, si vous allez à l'hôpital, et il y a, j'aimerais pas dire des chiffres parce que je suis pas, voilà, mais dans le sens où il y a énormément de médecins ou d'infirmières qui sont étrangères. Si vous enlevez tous ces gens, les Suisses ne sont plus soignés. Ou alors vraiment, voilà. Dominique Caillat, j'aimerais vous faire réagir. Vous êtes à Berlin. On sait que la libre circulation est surtout vécue à la Suisse comme une arrivée de personnes en Suisse, mais elle va dans les deux sens, hein, vous en êtes la preuve. Elle profite aussi, cette libre circulation, aux 540 000 Suisses qui sont établis dans l'Union européenne. Peut-on, selon vous, renoncer à cet accord ? Oh, mais absolument pas. Et je vais me permettre de donner mon exemple personnel. J'ai connu la situation d'avant l'accord, où j'ai quitté ma profession vers 30 ans, qui était avocate, et j'ai tout recommencé à zéro en Angleterre comme comédienne. Et je me suis bâti une vie là-bas et j'ai été expulsée d'Angleterre parce qu'il y avait des quotas. Et c'était un problème dans tous les secteurs d'ailleurs. Donc j'ai dû repartir. J'ai tout recommencé pour la deuxième fois à zéro en Allemagne parce que je pouvais me permettre un hébergement là-bas. J'ai été exploitée là-bas parce qu'il me fallait un contrat que j'en avais pas. Donc pendant 1 an, j'ai été traitée n'importe comment parce que mes employeurs savaient que j'avais besoin d'un contrat. Donc pour moi, la situation sans accord serait désastreuse et tout à fait passéiste. Grégory Leutert, en tant que membre de l'UDC, j'imagine que vous n'êtes pas de cet avis. Non, la majorité des Suisses dans l'Union européenne sont en général dans des professions qualifiées et sont en général recherchées. Donc certes, il y a des avantages à la libre circulation, mais les avantages que nous aurons de renégocier ces accords seront les inconvénients l'emportent selon vous, selon l'UDC, les inconvénients de la libre circulation l'emportent sur les avantages, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est bien cela. Très bien. Philippe Wanner, malgré l'acceptation par le peuple de cette initiative contre l'immigration de masse il y a près de 10 ans maintenant, on voit que le nombre de travailleurs et de travailleuses provenance de l'Union européenne n'a cessé d'augmenter ces 10 dernières années. Est-ce que le monde politique est impuissant finalement à réguler cette immigration dans sa volonté de mettre des barrières à cette immigration? Alors c'est toujours difficile pour le monde politique de mettre des barrières. Pourquoi? Parce que les personnes qui viennent du reste de l'Europe, donc de l'Union européenne, au titre de la libre circulation des personnes, eh bien, sont des professionnels dont on a besoin. Ce sont soit des personnes hautement qualifiées qui contribuent au développement économique de la Suisse, qui permettent, comme Madame Gerber l'a dit par exemple, de répondre aux besoins de la santé de la population suisse. Et puis d'autre part, ce sont des personnes qui sont d'accord de faire des activités professionnelles que les Suisses délaissent, notamment des activités faiblement rémunérées. Et dès lors, il y a une certaine logique dans ces flux migratoires. Ces personnes, on a une enquête que l'on fait chaque année sur les personnes qui arrivent en Suisse. On se rend compte que 60% de ces personnes arrivent avec un contrat de travail et le reste, eh bien, sont plutôt des personnes issues du regroupement familial, mais qui rapidement exercent également une activité professionnelle. Donc c'est effectivement des personnes dont on a besoin. Et à ce niveau-là, la politique ne peut pas mettre des barrières. Ces barrières, elles vont servir absolument à rien. Les exemples que l'on a jusqu'à présent de politiques qui sont restrictives montrent que surtout, ça contribue à durcir les conditions de séjour des populations, mais ça n'empêche pas la migration. Élodie Gerber, en tant que membre du Forhaus, vous êtes évidemment en faveur de cette libre circulation, mais on voit tout de même les infrastructures, le logement, le système de santé, l'aménagement du territoire sont sous forte pression en Suisse. Est-ce que c'est la faute de l'immigration ou d'un manque d'anticipation des autorités, selon vous? Alors je pense que c'est un peu des deux, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est plus au niveau d'une mauvaise anticipation des autorités. Après, pour anticiper, il faut aussi avoir des budgets et ils ne les ont pas toujours. Par exemple, si on prend, il y a un petit moment, le Conseil fédéral a demandé un budget extraordinaire
pour la migration, pour l'asile, pour développer des moyens de loger des requérants d'asile, et une des deux chambres des parlements a refusé. Ce qui fait qu'il n'y aura pas ces logements qui seront construits et qu'on va arriver et qu'il n'y aura pas forcément assez de place pour toutes les personnes qui vont arriver. Et on va dire, ah, mais les politiques n'ont pas préparé ça bien. Oui et non. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait une entente entre tout le monde pour que ça marche. Philippe Vanner, on parle de cette Suisse à 10 millions d'habitants d'ici 2-3 ans, hein, selon les prévisions. Mais cette crainte de la surpopulation, c'est une vieille rengaine en Suisse. Hein. Il suffit de penser aux initiatives Schwarzenbach des années 1970. Vous qui êtes démographe, à partir de quand peut-on vraiment parler de surpopulation ? Alors, un critère pour définir une situation de surpopulation, c'est le bien-être de la population. C'est-à-dire que lorsque les personnes qui vivent en Suisse expriment un certain malaise par rapport aux conditions de vie, par rapport au chômage, par rapport à la santé, etc., eh bien, on peut craindre une situation de surpopulation. Actuellement, la Suisse est pratiquement parmi les pays les plus heureux. Ça se reflète par toute une série d'indicateurs qui sont l'espérance de vie, qui sont la manière dont on se sent, la santé subjective, etc. Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait une surpopulation. Mais bien entendu, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent par rapport à l'évolution de la population. Et le grand défi aujourd'hui, c'est d'accompagner cette évolution pour réussir à conserver une sorte de bien-être économique et social qui nous caractérise. Élodie Gerber, on voit tout de même dans certaines grandes villes, on parle de Genève, Zurich, Zug, des expatriés avec des hauts revenus, des hauts pouvoirs d'achat, qui sont aussi prêts à payer des logements très coûteux et qui chassent certaines populations, des centres-villes urbains, les classes moyennes. Est-ce que ce type de croissance et d'immigration est vraiment profitable à la Suisse ? Alors j'aimerais souligner que ce n'est pas que les étrangers ou certaines parties des étrangers qui touchent des salaires exorbitants, les Suisses aussi. Personnellement, je serais pour que les salaires soient... Enfin, on redynamise un petit peu les salaires pour que ce soit plus égal pour tout le monde. Après, si ces étrangers viennent, ceux qui sont appelés, parce qu'il n'y a pas forcément la main-d'œuvre qualifiée qui est en Suisse. Donc après, enfin, je veux dire, s'ils sont appelés, dans un sens, il serait bête de ne pas venir. Et si on leur propose des hauts salaires, tant mieux pour eux. Grégory Leutert, à Budapest, j'aimerais vous faire réagir. J'ai regardé un peu les chiffres. La Hongrie fait face depuis quelques années à un déclin démographique, contrairement à la Suisse. Est-ce que c'est la faute à la politique anti-immigration menée par le gouvernement de Viktor Orban, selon vous ? Non, d'ailleurs, le gouvernement actuel a pris des mesures pour encourager les familles à avoir plus d'enfants. Dans les 10 dernières années, la Hongrie est passée de 1,2 enfants par femme à 1,6. Et si ce trend continue, nous serons dans un replacement rate d'ici dans les 10 prochaines années. Merci. Philippe Vanner, ces politiques natalistes, Grégory Leutert parle de cette politique nataliste hongroise. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, on sait que les politiques natalistes, lorsqu'elles sont vraiment très, on va dire, très importantes en termes de moyens, peuvent changer un petit peu la fécondité. Il y a une petite élasticité par rapport aux politiques de fécondité, mais personnellement, je pense qu'on est dans des sociétés européennes où on n'aura jamais 2,5 ou 3 enfants par femme. C'est juste impossible, étant donné la manière dont les cultures familiales que l'on a aujourd'hui. C'est très difficile d'imaginer une fécondité qui est relativement élevée, même si on met en place des politiques natalistes. Pas d'alternative donc à l'immigration, hein, si je vous comprends bien. Alors, disons, à court terme, non, pas d'alternative à la migration, si on veut, encore une fois, avoir une économie qui soit florissante. Après, c'est le choix des pays aussi de fermer les frontières, mais on se rend compte qu'une fermeture des frontières peut avoir des conséquences qui sont relativement néfastes pour l'économie des pays. On l'a vu avec certains pays d'Europe de l'Est. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission,
Avec mes collègues Balz, Riegendinger et Céline Stegmüller, nous sommes allés demander aux parlementaires quelle était la stratégie de leur parti sur cette question de l'immigration en vue des élections fédérales de cet automne. Entweder man ist ein Einwanderungsland, dann geht es wirtschaftlich gut, dann ist es ein Land, in dem die Menschen gerne und gut leben. Oder man ist ein Auswanderungsland, eine Auswanderungsregion, wie zum Beispiel in Ostdeutschland, wie wir das im Moment sehen, dann geht es den Menschen schlecht. Wir rekrutieren auch innerhalb von Europa Arbeitskräfte, aber nicht nur für die guten Zeiten und nach 9 Monaten müssen sie das Land wieder verlassen, sondern wir bieten ihnen hier Arbeit, ein Leben und eine Gesellschaft, in die sie sich integrieren können. Wir sehen in der Zuwanderung hauptsächlich eine Chance, um unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten. Wir leiden an einem massiven Fachkräfte- bzw. sogar Arbeitskräftemangel. L'immigration, qui est la seule cause de l'augmentation de la population. Tout le monde sait que si la population augmente, ce n'est pas parce qu'on fait trop d'enfants. L'immigration, c'est un problème environnemental, énergétique, d'aménagement du territoire, de transport, d'infrastructures, etc. En fonction de la provenance de ces immigrés, ça pose des problèmes. Peut-être bien qu'on en a besoin dans l'immédiat pour travailler, mais si on prend l'exemple des Français, au moment où ils en avaient besoin dans l'immédiat pour l'industrie automobile, par exemple, mais aujourd'hui, ils ont presque plus d'industrie automobile, mais ils ont les mosquées. La grande partie de notre immigration, elle provient en fait des postes de travail qu'on crée. On crée des dizaines de milliers de postes de travail en Suisse chaque année et on n'a pas la main d'œuvre ici, donc on importe. Donc c'est vrai que c'est vraiment le facteur principal et pas du tout, je dirais, l'immigration qui est liée à la question de l'asile, par exemple, ou aux réfugiés. Peut-être qu'on devra aussi imaginer arrêter d'avoir une politique économique quand même qui est extrêmement favorable, notamment au niveau de la fiscalité pour attirer des entreprises étrangères qui amènent effectivement une augmentation de la population. Nous sommes dans beaucoup de secteurs en manque de personnel et là, il va falloir, je pense, repenser notre politique migratoire pour davantage l'adapter à nos besoins. Nous avons une tradition en Suisse humanitaire qui est fortement ancrée et acceptée par la population, mais aussi en renvoyant des gens qui n'ont pas droit à l'asile pour ne pas être débordés par des personnes qui viendraient plutôt profiter du système que d'apporter aussi leur contribution. Bien sûr qu'il faudra, faire venir ces travailleurs-là extrêmement qualifiés. Et puis le deuxième axe, c'est qu'évidemment, on a une tradition humanitaire en Suisse et qu'en matière d'asile, la Suisse ne pourra évidemment pas et ne devra pas fermer ses portes à ceux qui subissent les guerres et vivent actuellement sous les bombes. Elodie Gerber, Christophe Cliva le souligne dans ce sujet, la grande partie de l'immigration en Suisse est liée à une main-d'œuvre qu'on fait venir en Suisse et pas à l'asile. Pourtant, c'est beaucoup autour de cette question de l'asile et des réfugiés que le débat politique se focalise. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, une des premières raisons, c'est que c'est la Suisse qui demande à ces personnes de venir pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. Donc après, c'est plus compliqué de critiquer là-dessus. Et une autre partie, c'est que certains partis de droite utilisent en fait à des fins électorales ou politiques la question de l'asile pour essayer un petit peu de monter dans les sondages. Mais j'aimerais aussi souligner le fait que la Suisse a accueilli énormément de personnes ukrainiennes et que la population suisse a ouvert les bras à cette population. C'était vraiment un super moment, j'ai trouvé, pour la Suisse et au niveau de la générosité. Et je pense que si on arrive à faire ça avec la population ukrainienne, on arrive aussi à le faire avec d'autres populations qui demandent la protection à la Suisse. Philippe Vanner, si les autorités ont peu de marge de manœuvre pour gérer la migration économique, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en est-il des réfugiés ? Est-ce que dans ce domaine, la Suisse a une plus grande marge de manœuvre pour agir sur les flux ? Bon, il y a une politique européenne qui quand même propose quelques limites, en fait. Donc, on ne peut pas faire ce que l'on voudrait aussi en termes de politique d'asile. Mais ce qui est intéressant peut-être de remarquer, c'est que l'asile représente une minorité de la migration aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène qui prend beaucoup d'importance d'un point de vue médiatique. Et en 2022, d'autant plus avec cette crise qui a concerné un pays qui n'est pas si éloigné que ça. Mais en termes de requérants d'asile ou de réfugiés, eh bien, ça ne représente même pas 10% de l'ensemble de la population étrangère. Donc, à mon avis, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, il ne faut pas oublier que
des requérants d'asile n'ont pas forcément envie d'aller en Suisse. Les pays qui sont les plus intéressants pour eux, c'est souvent l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est pas la Suisse. Elodie Gerber, de nombreux réfugiés peinent à trouver un emploi en Suisse. Est-ce que cette population pourrait représenter une partie de la solution pour combler ce manque de main-d'œuvre qualifiée? Oui, je pense. Après, les employeurs ne pensent pas toujours à eux pour combler leur place, mais il faut savoir que tous les permis, ça veut dire le permis F pour les entrées provisoires, les statuts provisoires, le permis S pour les Ukrainiens ou le permis B réfugiés, peuvent tous travailler très rapidement. Donc, c'est une bonne main-d'œuvre. Après, le problème, c'est que il y a quelques petites choses, c'est que toutes les personnes ne parlent pas forcément une langue nationale, donc il faut un certain temps avant qu'ils arrivent à bien s'exprimer et pouvoir travailler sur certains postes. Il y a aussi le fait que les diplômes étrangers ne sont pas toujours reconnus en Suisse, donc ça pose aussi parfois des problèmes. Il y a aussi certaines personnes dont le parcours migratoire ont eu des gros chocs émotionnels. Donc il faut aussi un moment et un travail peut-être aussi plus psychologique avant que les personnes soient aptes vraiment à travailler. Mais je pense que c'est comme chaque entreprise, en fait. Il faut parfois un peu investir à la base pour après pouvoir éclore vraiment bien. Et moi, par exemple, j'ai mon ancien collègue qui était avocat en Syrie et maintenant il est venu en Suisse, donc forcément qu'on connaît les lois syriennes, on ne peut pas tout de suite transposer en travaillant comme avocat en Suisse, mais actuellement, il est traducteur français-arabe et il fait aussi de l'excellent travail. Dominique Caillat, à Berlin, oui. Qu'en est-il de cette question de l'intégration des réfugiés sur le marché du travail en Allemagne? On sait que l'Allemagne a ouvert largement ses portes aux réfugiés syriens en 2015, c'était la politique d'Angela Merkel. Comment sont-ils intégrés aujourd'hui sur le marché du travail allemand? Bon, écoutez, moi je pense que l'expérience allemande a été sensationnelle et je l'ai vécue de très près, je m'y suis engagée. Et je dirais qu'il y a un double effort qui a été fait en Allemagne, d'une part de l'État, qui a été très efficace d'abord avec les foyers qui ne sont pas forcément en périphérie et dans des containers, mais parfois en pleine ville et dans des quartiers branchés. Donc les réfugiés sont mélangés à la population et s'intègrent très vite. Il y a des cours de langue intensifs. Les familles dont je m'occupe ont, je sais pas, plus de 9 heures de cours par semaine avec des tests, etc. Et une intégration progressive dans le marché du logement et du travail. Et je donne, je veux dire l'autre aspect, qui est l'aspect de la solidarité de la population, a été vraiment remarquable. Et je dirais que chaque foyer, par exemple à Berlin, et il y en a plusieurs par quartier, a une association de jusqu'à 200 bénévoles. Donc il y a plus de bénévoles pratiquement que de réfugiés dans chaque endroit qui couvrent tout le quotidien, médical, scolaire, administratif, etc. Et ça fait du bien, ça c'est encore un point qui n'a pas été abordé, ça fait du bien à la population parce qu'on a tous des vies assez plus ou moins compliquées, je dirais, mais quand à la fin de la semaine, vous dites vous avez aidé tel enfant syrien à s'intégrer, vous vous sentez mieux. Donc moi, j'admire beaucoup l'exemple allemand et j'aimerais qu'il serve de modèle pour la Suisse. Et chez vous, Grégory Leutert, en préparant cette émission, vous m'avez dit que les réfugiés ukrainiens ont été très bien accueillis en Hongrie. Par contre, on voit aussi que d'autres requérants d'asile sont systématiquement refoulés à la frontière serbe. Que pensez-vous de cette politique hongroise? Donc là, il faut faire la différence entre des vrais réfugiés, des femmes et des enfants qui fuient une guerre active dans un pays avoisinant, et des migrants économiques, surtout des jeunes hommes venant du monde entier pour profiter des avantages sociaux et financiers que leur présente l'Europe. Mais est-ce que les Ukrainiens, si on reste aux Ukrainiens, est-ce qu'ils sont bien intégrés en Hongrie actuellement? Est-ce qu'ils sont bien acceptés par la population? Oui, absolument. Il est clair que la majorité de ceux qui sont passés ici utilisent l'Hongrie comme pays transitoire et continuent vers l'Allemagne, la Suisse, la France et ainsi de suite,
Mais ceux qui sont restés sont intégrés autant que possible dans le marché du travail. Ils sont aussi encouragés à continuer leurs études s'ils étaient universitaires. Et donc il faut aussi noter que beaucoup d'entre eux sont double national, donc ukrainiens et hongrois, et ont de la famille ici et sont bien accueillis. Philippe Vanner, on va rester sur cette question de la Hongrie. Hein. C'est un peu un État avec 2 systèmes d'asile parallèles. Certaines ONG parlent d'apartheid migratoire en Hongrie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, l'asile répond à un principe essentiel qui est le principe de protection. C'est-à-dire que lorsqu'on est persécuté dans ce pays pour des raisons XY, eh bien, on a droit à l'asile. C'est ce qui définit l'asile depuis 1951 et la Convention de Genève. Donc à partir de là, que ce soit des personnes ukrainiennes, que ce soit des personnes érythréennes ou des personnes d'autres horizons, eh bien, à mon avis, ils ont le droit à l'asile, en tout cas déposer une procédure, et ensuite c'est à la procédure de déterminer si ces personnes ont un droit de protection. C'est ce qui se passe dans tous les pays civilisés, c'est ce qui se passe en Suisse, avec des critères qui sont bien définis, et ce qui devrait se passer normalement en Hongrie, mais malheureusement, je crois que ce n'est pas toujours le cas. Elodie Gerber, vous voulez juste dire 2 mots là-dessus ? Le HCR, en 2017, a demandé à tous les pays européens d'arrêter en fait les renvois à Dublin en Hongrie parce que les droits des migrants n'étaient pas respectés. Et depuis 2018, la Suisse n'a renvoyé personne en Hongrie. C'est le seul pays où la Suisse ne renvoie pas les personnes. C'est vraiment... Voilà. On va revenir en Suisse, si vous le voulez bien. Elodie Gerber, la Suisse a une tradition humanitaire très forte, hein, mais est-ce qu'elle est encore au premier plan, cette tradition humanitaire, quand on parle de l'asile, ou est-ce qu'on ne réfléchit plus qu'en termes économiques et de main-d'œuvre à disposition ? Alors, je pense justement il y a 2 points différents. Il y a la tradition humanitaire. Il faut se rappeler que justement la Suisse est dépositaire des accords de Genève sur le statut de réfugié. On a signé des traités avec l'Union européenne, donc on ne peut pas tout d'un coup stopper ça, ce ne serait pas possible diplomatiquement, politiquement. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est de dire que justement, comme en Allemagne, on accueille une grande partie, un grand nombre de personnes réfugiées pour les faire travailler. Moi, je ne suis pas contre cette idée, mais dans le sens où il faudrait que ce soit accepté par consensus, être sûr que ces personnes, quand elles viennent, que les employeurs sont d'accord de les intégrer, et aussi que la population suisse soit aussi d'accord. On vit en démocratie, je pense qu'il faut demander aussi à la population, pour pas justement qu'après il y ait des critiques, ou dire mais en fait on ne voulait pas de ces personnes, que ce soit vraiment accepté de tout le monde pour éviter les heurts futurs. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de cette émission en prenant en quelque sorte la question par l'autre bout. La Suisse sera-t-elle toujours aussi attractive pour les personnes migrantes à l'avenir ? Philippe Vanner, les pays industrialisés et vieillissants, la Suisse en fait partie, vont se livrer une concurrence féroce dans les années à venir pour attirer les bras et les cerveaux, les meilleurs cerveaux surtout. Est-ce que la Suisse est bien placée dans cette compétition mondiale ? Oui, alors pour l'instant, ça ne va pas si mal. On a des salaires qui sont quand même relativement intéressants pour une partie des candidates et des candidats à la migration. Maintenant, c'est vrai qu'il faut peut-être pas faire... il faut faire attention un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu les enfants gâtés par rapport à cela. On commence à se dire, oui, qui on veut ? Est-ce qu'on veut des Français, des Allemands ? Ou alors est-ce qu'on accepte des personnes qui viennent de pays plus éloignés, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On a besoin de compétences, et les compétences, on va plus les retrouver ni en Allemagne, ni en France, ni en Italie. Ce sont des pays qui vieillissent beaucoup plus vite que la Suisse, et dès lors, vous avez des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ont des opportunités professionnelles chez eux. On le voit par exemple avec les Portugais. Maintenant, les Portugais ont des conditions de travail au Portugal qui sont tout aussi intéressantes qu'en Suisse.
Donc voilà, il va falloir peut-être réfléchir à une politique migratoire qui est aussi un petit peu moins focalisée sur les pays voisins. Elodie Gerber, oui, on voit ces groupes de population. Philippe Vanner a évoqué l'exemple des Portugais qui commencent à retourner au pays. Est-ce que ça vaut vraiment encore la peine de venir travailler, vivre et travailler en Suisse? Alors, je pense qu'au niveau du Portugal, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où, justement, il y a eu une grosse crise économique suite à 2008, où il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans les pays du Nord, notamment en Suisse. Et actuellement, le Portugal est de nouveau sur une bonne voie économique, donc les personnes repartent aussi. Et il y a aussi les personnes qui sont venues dans les années 80-90, qui arrivent à la retraite et qui repartent plutôt au Portugal pour passer la retraite au soleil. Mais j'aurais voulu, si vous permettez, revenir sur ce que monsieur a dit et dire que, en fait, les personnes qui viennent de la migration plus éloignée, des requérants d'asile, des réfugiés qui arrivent ici en Suisse, sont aussi généralement extrêmement motivés à travailler parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent qu'il y a une partie de la famille qui est restée au pays et qui attendent aussi un certain soutien économique. Donc le travail est vraiment une bonne opportunité pour eux. Moi, j'ai par exemple un ami, il est arrivé comme RMNA, un mineur non accompagné en Suisse. Les premières années, il a travaillé son français, il a fait des stages. Ensuite, il a fait un apprentissage comme maçon. Il a eu 6 de moyenne la première année, 5,5 la deuxième année. Là, il est en train de faire ses derniers examens pour finir son apprentissage. Son employeur lui a déjà fait signer un contrat pour qu'il reste dans l'entreprise. Parce qu'en fait, il y a extrêmement peu de personnes suisses qui veulent travailler dans la construction. Et ils sont extrêmement heureux d'avoir des personnes qui sont motivées. C'est une question politique extrêmement délicate. Est-ce qu'il faut ouvrir aussi à ces pays, on dit extra-communautaires, donc hors Union européenne, cette immigration que pour l'instant on régule très strictement, hein. Philippe Vanner, est-ce qu'on devra un jour ou l'autre accueillir des gens qui viennent dehors du continent européen? Alors c'est déjà le cas pour des personnes qui sont hautement qualifiées. Maintenant, on peut se poser la question pour des personnes qui sont faiblement qualifiées et probablement qu'un jour, eh bien, ce sera nécessaire. Et c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas oublier que la migration souvent est temporaire. Ça veut dire concrètement pour l'individu, eh bien, c'est acquérir des connaissances et puis rentrer chez soi et puis transférer les connaissances acquises dans un autre pays pour développer ou contribuer au développement du pays d'origine. Donc, c'est aussi une manière de contribuer au développement que de permettre des migrations qui viendraient de pays plus éloignés, notamment des pays en voie de développement. Il y a quelques tentatives qui sont faites, notamment au Royaume-Uni. Donc, il y a des programmes d'emploi pour des populations qui viennent de pays pauvres sur une période temporaire dans le cadre de programmes de développement économique. Et je pense que ça, c'est aussi une bonne chose de rendre la migration qui soit gagnante pour tout le monde, c'est-à-dire pour la Suisse, pour le migrant et la migrante elle-même, et également pour le pays d'origine. Dominique Caillat, Grégory Leutert, vous qui vivez à l'étranger, comment jugez-vous l'attractivité de la Suisse? Qu'en pense-t-on dans votre entourage? Je commence avec vous, Dominique Caillat. Oui, écoutez, ça dépend de quel entourage. Dans mon entourage d'artistes suisses à Berlin, la Suisse n'est pas tellement attrayante parce que nous avons des revenus de niveau allemand et la Suisse est trop chère et a moins de débouchés. Mais pour tout le reste, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Et mes amis aussi, c'est-à-dire que la Suisse est prospère et l'immigration est un pendant de la prospérité. Et donc, ce n'est pas l'immigration qui est le problème c'est la préparation et c'est l'infrastructure, l'aménagement du territoire, il faut des logements, il faut des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, c'est la préparation et la vision de l'avenir qui est importante. Grégory Leutert, que pensez-vous de l'attractivité de la Suisse? Vous êtes parti de la Suisse pour aller en Hongrie, donc est-ce que la Suisse est encore attractive à vos yeux? Vous y reviendrez un jour? Donc, la Suisse est en effet très attractive, due surtout aux salaires, aux standards de vie élevés
et ainsi de suite. Donc beaucoup de gens souhaitent y déménager, mais surtout de façon temporaire. Peu de gens pensent y passer leur vie et élever une famille parce que récemment, il y a une perception que non seulement la Suisse, mais l'Europe de l'Ouest, devient de moins en moins sûre. Très bien. Et ceci dû en grande partie à la migration en masse actuelle. C'est votre point de vue, Grégory Leutert, on l'a compris. Peut-être encore une dernière question à vous deux sur ce plateau. Philippe Wanner, Elodie Gerber, on voit qu'il y a une hausse générale des prix qui touche aussi la Suisse, des logements qui sont vraiment très chers. Vous qui venez de Genève, vous connaissez ce problème du logement. Est-ce que ça vaut vraiment encore la peine de venir en Suisse pour travailler, pour économiser pour ces vieux jours? Philippe Wanner, peut-être. Alors, on a un problème lorsqu'on a un migrant ou une migrante, c'est que si on n'arrive pas tôt dans sa vie professionnelle, eh bien, on ne peut pas passer sa retraite en Suisse. C'est juste impossible en raison du coût de la vie. Donc, concrètement, je pense que la majorité des populations qui viennent pour exercer une activité professionnelle, qui viennent librement, eh bien, ont un désir de retourner chez eux pour des questions simplement économiques. Et ce problème de coût de la vie concerne aussi un certain nombre de personnes de nationalité ou d'origine suisse qui doivent quitter la Suisse au moment de la retraite pour aller vivre dans des pays qui sont moins chers. Maintenant, je pense que malgré cela, il faut voir la migration, encore une fois, comme quelque chose de transitoire. Pour beaucoup, c'est une expérience professionnelle ou une expérience de vie qui ne veut pas dire qu'on va rester toute sa vie en Suisse. Et à ce niveau-là, je pense que la Suisse reste attractive, même si elle est chère. Elodie Gerber, pour finir brièvement sur cette question du coût de la vie, de l'inflation, est-ce que c'est encore attractif pour les migrants et les migrantes économiques de venir en Suisse? Je pense, moi, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que pour l'expérience, notamment par exemple pour les étudiants, de venir travailler en Suisse et de venir étudier en Suisse et de repartir. Après, moi, je serais assez pour dire, justement, les étudiants qui ont étudié en Suisse, on devrait peut-être les retenir un petit moment, dire, vous avez eu la chance d'étudier en Suisse, travailler un petit moment et puis après continuer votre vie. Mais je pense que la Suisse restera encore pendant un bon moment attractif. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission. Merci Dominique Caillat à Berlin d'avoir participé à ce débat. Merci infiniment à vous. Merci Grégory Leutert à Budapest d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Elodie Gerber, merci Philippe Wanner de nous avoir éclairé sur cette question très importante de l'immigration. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Vous pouvez nous retrouver en tout temps et en ligne sur swisseinfo.ch.